Bonjour à tous. Alors, le chapitre d'aujourd'hui sur les lois de l'électricité. Donc, on a rappelé dans le chapitre précédent que l'électricité était décrite par l'intensité du courant et la tension électrique. Donc, il y a des lois pour l'intensité et des lois pour la tension. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, pour parler des lois de l'intensité, d'abord, on se souvient de ce que ça veut dire l'intensité du courant. C'est le nombre de charges ou le nombre de coulombs qui traverse un morceau de circuit en une seconde. Donc, je vous rappelle que dans un circuit, il y a des particules chargées qui circulent, et ces particules chargées donc transportent des coulombs, donc une certaine quantité de charge, et on compte ces charges qui circulent dans le circuit. Pour illustrer les lois de l'électricité, on va regarder cette animation. Alors dans cette animation, on voit des particules rouges qui circulent dans les fils électriques grâce à la force exercée par la pile. Alors on voit que les particules sortent de la borne plus de la pile. On a vu dans le chapitre précédent que dans les fils, il pouvait y avoir des particules négatives. Dans l'eau, avec des ions, il pouvait y avoir des particules positives et négatives, que toutes ces particules pouvaient bouger. Donc on a l'habitude de représenter les particules qui bougent comme étant des particules positives, même si dans les fils électriques c'est plutôt le contraire. Et en fait, c'est pas vraiment des particules qui sont représentées ici sur ce dessin, c'est plutôt des nombres de coulombs de la charge électrique. Les électrons sont négatifs, donc des coulombs négatifs qui circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce serait équivalent à des coulombs positifs qui circuleraient dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a l'habitude d'imaginer plutôt qu'il y a des coulombs positifs qui se déplacent. C'est plus simple au niveau mathématique, ça permet de ne pas mettre des signes moins dans les calculs. Et ça prédit très très bien ce qui se passe dans les circuits. Alors maintenant, parlons des lois du courant électrique. Donc on a vu que cette image de particules qui circulent était équivalente à imaginer des mineurs qui circulent dans des galeries souterraines. Il y a un générateur ici, un ascenseur qui donne de l'énergie aux mineurs en les remontant. Et les mineurs, naturellement, descendent, se laissent descendre au bout d'une corde. Donc tout seuls, ils peuvent descendre, utiliser la force du générateur pour redescendre tout seul. Et ce qu'on voit sur cette animation, c'est que tous les mineurs vont à la même vitesse. Il y a un endroit dans le circuit, le rétrécissement, qui oblige les mineurs à ralentir, et du coup, tout le monde va lentement, tout le monde va à la vitesse des mineurs qui sont lents. Donc, le courant et le nombre de mineurs qui passent par seconde à un endroit est le même partout, parce qu'ils vont tous à la même vitesse. Donc ça, c'est la première loi du courant. La deuxième loi, c'est que il faut que le circuit soit fermé pour que ça marche. Alors là, on voit ce qui se passe si on met une deuxième lampe et donc un deuxième rétrécissement. La zone de ralentissement est plus grande, donc tout le monde doit ralentir. Avec une troisième lampe, ça fait une troisième zone de rétrécissement et tout le monde doit encore plus ralentir. Donc tout le monde va à la même vitesse partout, ça c'est la première loi. Maintenant, si une lampe casse, l'équivalence, on va dire qu'il y a un tunnel qui se bouche, tout le monde est obligé de s'arrêter. Si le circuit n'est pas complètement fermé, tout le monde s'arrête. C'est la loi numéro 2, il faut que le circuit soit fermé pour que ça marche. Et maintenant, donc reprenons l'exemple d'un circuit normal avec une seule galerie, tout le monde va à la même vitesse. Si on rajoute une deuxième lampe en dérivation par rapport à la première, c'est comme si on rajoutait une deuxième galerie. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Les mineurs vont à leur rythme dans la galerie, ils vont lentement quand ils sont dans les rétrécissements, mais en dehors du coup, ça va 2 fois plus vite. Pour maintenir le débit dans les deux galeries, dans les deux tunnels, tout le monde est obligé d'aller plus vite. Et en particulier, le générateur est obligé de tourner plus vite pour pomper, pour que les mineurs aillent, il y ait plus de mineurs qui passent par seconde. Donc la quantité de courant délivrée par le générateur, débitée par le générateur, est donc 2 fois plus grande. Évidemment, s'il y a 3 galeries, c'est encore plus rapide. Là, le générateur doit tourner très très vite et tous les mineurs vont très très vite, sauf ceux qui sont dans les galeries qui vont au rythme de la galerie où ils sont obligés de ramper et qu'ils vont lentement. Et si une lampe casse,
Ça veut dire si une galerie est bouchée, bah, on retrouve un état avec deux lampes ou 2 galeries seulement, le générateur peut ralentir. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh ben, les 3 lois que je vous ai énoncées. D'abord que l'intensité est la même partout, c'est-à-dire que l'intensité mesurée d'un côté d'un appareil est la même avant et après, que l'électricité ne peut circuler que dans un circuit bouclé, et que s'il y a une bifurcation, un nœud, eh bien, l'intensité qui arrive sur le nœud, le nombre de charges qui arrivent sur le nœud, se divise en deux, et on a cette opération que I1 qui arrive est égal à I2 plus I3, la quantité de charge qui quitte le nœud. Donc on peut compléter maintenant les exemples qui sont proposés. Si on met plusieurs ampéromètres dans la même boucle, et qu'un ampèremètre indique 10 mA, ça veut dire quoi pour les autres ampèremètres de la boucle? Ils indiquent tous 10 mA, puisque le courant électrique, l'intensité du courant électrique est la même partout. Pour l'ampèremètre numéro 5, là on voit un circuit qui n'est pas fermé. Donc forcément, l'intensité du courant est de 0. Il n'y a pas de charge qui circule si le fil n'est pas fermé, si le circuit n'est pas fermé. Et dans le troisième exemple, on voit un nœud, et donc le courant qui va se séparer en deux. Donc s'il y a 10 mA qui arrivent sur le nœud, et qu'il y a 6 mA qui quittent le nœud par la branche de gauche, eh bien forcément il y a 4 mA qui passent par la branche de droite, pour avoir la totalité du courant qui se maintient. Voilà donc une illustration de ces 3 lois de l'intensité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, quand on voit un fil électrique, une prise électrique, en fait, généralement dans un fil électrique, il n'y a pas un fil, il y a au moins 2 fils pour que le circuit soit fermé. Donc c'est ce qu'on voit au bout du fil, généralement il y a 2 branches, il y a 2 trous pour brancher la prise, ou ce qu'on voit sur un fil mural pour brancher une lampe, il y a forcément 2 fils pour que le circuit soit bien fermé. Alors dans la plupart des fils électriques, en fait, on voit 3 fils, mais le troisième fil là, qui se branche sur la tige de métal qui sort, c'est généralement un fil de sécurité, ce qu'on appelle la prise de terre. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème dans l'appareil qui est branché, il n'y a jamais de courant dans ce fil. C'est juste un fil qui permettrait d'évacuer des fuites de courant si jamais il y avait un problème dans l'appareil, pour éviter que les fuites de courant ne s'évacuent à travers l'utilisateur qui poserait sa main sur l'appareil et qui pourrait donc l'électrocuter. Donc c'est un fil de sécurité, mais normalement il ne sert à rien. Et puis des fils électriques, on en voit dans des appareils plus compliqués. Dans une prise USB, si vous regardez bien, il y a 4 trous. Mais ça sert à quoi une prise USB? Une prise USB, ça permet de recharger les batteries. Donc il y a un circuit de recharge de batterie. Donc il faut 2 fils pour faire le circuit de recharge de batterie. Et une prise USB, ça permet de transférer des informations, des photos, ou de la musique, ou je ne sais quoi. Donc il faut qu'il y ait un circuit de transfert des informations. Donc ça c'est un autre circuit, donc il faut 2 autres fils. Et dans une prise USB, dans un câble USB, en fait, il n'y a pas un fil électrique, il y a 4 fils électriques. Dans un micro ou dans un haut-parleur, donc pareil, c'est un fil avec, même on voit qu'une seule tige, on pourrait croire qu'il n'y a qu'un seul fil, et en fait non, il y a bien 2 prises au bout du fil. Si vous regardez la tige métallique au bout, eh bien, elle est divisée en deux. Il y a une pointe métallique, puis un petit anneau en plastique, puis la pointe métallique qui continue. Donc en fait, c'est la pointe métallique est séparée en deux, ce qui correspond à deux fiches différentes et à 2 fils différents. Et alors dans des casques où il y aurait un haut-parleur pour l'oreille droite, un haut-parleur pour l'oreille gauche, plus un casque s'il y a un micro dans le haut-parleur, bah, ça veut dire que dans le fil du casque, il doit y avoir 6 fils, puisqu'il y a 3 circuits électriques différents. Donc voilà pour les lois de l'intensité, et maintenant on va parler des lois de la tension. Alors la tension, on se souvient ce que ça veut dire. D'abord, on ne parle pas de la tension tout court, c'est toujours la tension entre 2 points d'un circuit. On a l'habitude de parler de la tension aux bornes d'un appareil, donc il ne faut jamais dire tension tout seul, c'est toujours tension entre 2 points ou tension aux bornes d'un appareil.
Donc ça représente la force, ce qui fait bouger les particules électriques. Donc il y a des lois sur la tension, on les a vues soit dans le chapitre précédent sur les rappels, soit dans l'animation. D'abord, il n'y a pas de force électrique sur un fil, donc on considérera toujours que la tension bande d'un fil est égale à 0. Et ensuite, il y a deux sortes d'appareils. Il y a des appareils générateurs, ceux qui exercent la force électrique, c'est grâce à eux que les particules bougent, et il y a des appareils récepteurs, donc qui subissent la tension, qui subissent les forces. Et alors comment on les reconnaît? Donc on a fait un choix, tout le monde fait le choix. Alors si vous devenez des spécialistes de l'électricité, vous verrez qu'il y a d'autres choix possibles, mais en tout cas au lycée, tous les profs vous parleront des appareils générateurs et récepteurs de la même façon. Quand on a affaire à un appareil générateur, on dessine la flèche de la tension dans le même sens que la flèche de l'intensité du courant. Et quand on parle d'un appareil récepteur, on dessine la flèche de la tension, donc de la force qu'il subit, dans le sens opposé de la flèche de l'intensité du courant. Alors, on se souvient que la flèche de l'intensité du courant, on l'a choisie qui sort de la borne plus du générateur. On imagine que ce sont des coulomb positifs qui circulent dans les fils, et donc ces coulomb positifs sont repoussés par la borne plus et attirés par la borne moins. Donc d'abord on dessine la flèche de l'intensité du courant dans ce sens, repoussé par la borne plus, attiré par la borne moins. Et après pour un générateur, la flèche de U dans le même sens, pour un récepteur, la flèche de U dans un sens différent. Ce qu'on voyait sur l'animation, c'est que toute la force créée par le générateur, qui permettait de faire monter les mineurs, était subie à travers les boyaux quand les mineurs descendaient en rappel. Et on prendra l'habitude de dessiner les circuits électriques de cette façon-là, avec les générateurs dans une branche verticale, d'un côté généralement à gauche du circuit, et les récepteurs dans une autre branche verticale, généralement à droite. Et on disposera les flèches de manière à voir cette loi qui dit que la force exercée par un générateur est toujours égale à la force subie par les récepteurs. Et on voit sur ce schéma que la force U du générateur, donc j'ai arrêté de dire force, la tension exercée par le générateur, U du générateur, est égale à la tension reçue ou subie par les récepteurs 1 et 2. Et s'il y a une deuxième maille, la tension du générateur exercée par le générateur est égale à la tension subie par le récepteur 3. Donc voilà pour ces lois de la tension. Alors quand on les met en application sur cet exemple, là vous remarquez que les bornes du générateur sont inversées. Donc on vous demande de repérer, de dessiner la flèche de l'intensité et les flèches de tension. Donc d'abord on commence par les flèches de l'intensité qui sortent de la borne plus du générateur. Et après, pour les générateurs, on met la flèche de U dans le même sens que la flèche d'intensité, et pour les récepteurs, on met la flèche de U dans le sens opposé à la flèche d'intensité. Maintenant, pour prévoir les valeurs affichées par les voltmètres, donc si on a un générateur qui exerce une tension de 5 volts, le voltmètre numéro 1 qui affiche 3 volts indique que le voltmètre numéro 2 va afficher nécessairement 2 volts pour avoir la force exercée par le générateur de 5 volts doit être égale à la force subie par les récepteurs 1 et 2, 3 et 2 volts. Le voltmètre numéro 3 est branché aux bornes du générateur, donc lui il subit 5 volts aussi. Et le voltmètre numéro 4 qui est branché sur un fil affiche 0 volts parce que la tension en bande d'un fil c'est toujours 0 volts. Voilà, vous savez tout sur les lois de l'intensité et les lois de la tension, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.